Très bien. Eh bien, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Au nom d'HF Plus Bretagne, je suis très heureuse que vous soyez ici ce soir pour échanger sur un sujet qui nous occupe collectivement, la prise en compte et le traitement de la parole des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles dans la sphère médiatique, qui est la vôtre, Marine Turki, et dans la sphère judiciaire dans laquelle vous évoluez. Anne Bouillon, merci à toutes les deux d'être là ce soir. Un mot rapide sur HF Plus Bretagne en préambule. Depuis 2013, notre association milite pour l'égalité réelle entre les genres dans les arts et la culture en Bretagne, mais aussi à l'échelon national avec les 10 autres HF Plus de France. Nos actions passent par un repérage chiffré des inégalités dans les arts et la culture. Le dernier diagnostic est à votre disposition à l'accueil. Notre action passe aussi par la valorisation du patrimoine, le développement du dialogue avec les structures et les partenaires publics pour lutter collectivement contre les discriminations. Notre vigilance porte enfin, et c'est le sujet de notre soirée, sur la question des violences sexistes et sexuelles. Notre secteur d'activité n'étant pas épargné, vos articles, Marine Turki, en font largement état. Merci à l'école Studio M pour leur réalisation. Je précise que le public ne sera pas filmé. Autre point, grâce à la librairie Le Fayère, les livres de nos invités sont disponibles à la vente. Merci pour votre présence. Nous tenons à remercier chaleureusement les Ateliers du Vent qui nous accueillent ce soir. Merci également à la ville de Rennes qui nous soutient depuis de nombreuses années et notamment la mission Égalité, partenaire de l'événement de ce soir, dans le cadre de la programmation de la ville autour du 8 mars. Alors, allons-y. Anne, Marine, on ne vous présente plus, mais je vais le faire quand même. Anne Bouillon, vous êtes avocate pénaliste au barreau de Nantes, spécialisée en droit des femmes. Vous avez fait le choix, il y a plus de 20 ans, de ne plus défendre des mises en cause et auteurs de violences sexistes et sexuelles et de vous consacrer à une défense engagée, centrée sur la défense des victimes. Vous êtes également investie dans la Fédération nationale Solidarité Femmes au sein de la commission juridique. 2 ouvrages de vous viennent de paraître, Affaires de femmes, une vie à plaider pour elles, ainsi qu'un roman graphique, Les femmes ne meurent pas par hasard. Marine Turki, vous êtes journaliste à Mediapart depuis sa création en 2008, d'abord au service politique où vous couvrez la droite et l'extrême droite, puis depuis 2017 au service enquête où vous travaillez sur les violences sexistes et sexuelles en binôme avec Lénaïque Brédoux. En novembre 2019 sort votre article sur Adèle Haenel et les agressions sexuelles commises par le réalisateur Christophe Ruggia alors qu'elle était mineure. La sortie de cet article, tout le monde s'en souvient, fait date, ainsi que le témoignage en direct d'Adèle Haenel sur le plateau de Mediapart. Vous portez à notre connaissance de nombreuses affaires dans les sphères politiques, médiatiques et artistiques. Vous êtes l'autrice de Faute de preuves, enquête sur la justice face aux révélations MeToo, paru en 2021. J'en arrête là, je suis à la fin de ma dernière fiche. Avant d'en arriver au cœur du sujet, une première question à vous deux, Anne et Marine. Pour vous, c'est quoi l'affaire, personnelle ou publique, qui vous a fait entrer dans ces sujets ? Moi, c'est l'affaire Denis Baupin, qui n'est pas mon affaire, mais qui est celle de Lénaïque Brédoux, que vous avez citée tout à l'heure, qui est aujourd'hui la directrice éditoriale de Mediapart et notre gender editor, donc la responsable des questions de genre à Mediapart. En 2016, Lénaïque Brédoux avait enquêté sur le député écologiste Denis Baupin, peut-être certains s'en souviennent ici, qui était accusé d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel. C'était la première vraie enquête de presse en France, puisque par exemple l'affaire DSK était arrivée par l'arrestation au Sofitel de DSK, mais pas par une enquête de presse longue et étayée. Et Lénaïque avait travaillé pendant des mois sur cette enquête qui était sortie en mai 2016 et qui était pour nous très importante à Mediapart, qui a eu beaucoup d'échos bien au-delà de Mediapart, et qu'elle avait d'ailleurs réalisé en partenariat avec France Inter, et ça a permis aussi à cette affaire d'avoir encore plus d'impact. Et à ce moment-là, on a reçu énormément de témoignages à Mediapart, pas sur Denis Baupin en particulier, mais des témoignages de violences sexistes et sexuelles.
Et il a fallu avoir du renfort. Il a fallu se pencher là-dessus, aider. Moi, je me suis portée volontaire tout de suite. C'était des questions qui m'intéressaient. On en parlait déjà beaucoup avec Lénaïque Bredoux. Et on est devenu à Mediapart à ce moment-là un point d'ancrage pour une raison simple, c'est que les violences sexuelles et sexistes étaient quand même beaucoup traitées aux rubriques faits divers dans les médias à ce moment-là, et très peu comme un phénomène systémique, comme un phénomène dont il fallait s'emparer et sur lequel il fallait enquêter, y compris dans la classe politique en fait. Donc pour moi, ça a été ce moment-là, et à partir de ce moment-là, j'ai travaillé sur ces questions, et un an après, il y avait le mouvement MeToo. Natacha, moi c'est Natacha. Et souvent, je me pose la question, vous savez, on a le patient numéro 1 quand on a des épidémies. Je me pose la question, quelle est la femme numéro 1, celle qui peut-être véritablement m'a donné à voir quelque chose que je ne soupçonnais pas, qui était là comme ça dissimulée dans le flot constant des femmes que je recevais, et celle qui a quelque part déchiré le voile. Alors, je l'ai choisie, elle, ça pourrait être une autre en réalité, parce que précisément, toutes les femmes qui viennent me voir ont agrégé un discours qui est tellement similaire que, au bout d'un moment, c'était plus possible d'ignorer ce dont vous parlez, le caractère systémique des choses. Mais Natacha m'a dépeint un système absurde de ce qu'elle était en train de vivre, et une situation qui ressemblait vraiment à une prise d'otage. Elle était prisonnière, elle et ses 3 enfants, de son mari, père de ses 3 enfants, qui faisait vivre tout le monde en absurdie. L'absurdie, c'est cet endroit où plus rien n'a de sens, où on se perd à soi-même, où les règles changent, où l'arbitraire a systématiquement cours, et où finalement on vient à considérer normal des choses qui le sont absolument pas. Natacha me racontait que à table, son mari imposait que les aliments soient assortis d'un seul assaisonnement. Vous aviez le droit au choix, au ketchup, à la moutarde ou au sel, mais pas 2, pas 3. Son mari contrôlait le nombre de verres d'eau que chacun devait boire à table et le soir avant de se coucher, elle compris. Et son mari avait installé des caméras pour vérifier que chacune dans la famille absorbait le nombre de verres d'eau requis. Vous allez me dire, mais c'était un grand malade? Pas du tout. C'était quelqu'un qui avait des fonctions plutôt élevées dans une entreprise de transport national qui fait circuler des trains. Je vous laisse deviner laquelle. Et Natacha est venue me demander de l'aide et je ne savais pas quoi faire. Et c'était très compliqué parce que sur la question de la qualification pénale, évidemment qu'il s'agissait de violence, évidemment qu'il s'agissait de ce qu'on appelle maintenant le contrôle coercitif, et peut-être qu'on pourra revenir sur le fait qu'on a des éléments de langage qui nous permettent d'appréhender au mieux les situations. Mais je vous parle d'un temps, il y a 15, 16, 17 ans, voilà, il y a vraiment très longtemps. Et donc, j'ai mis en œuvre un certain nombre de choses pour essayer d'aider Natacha. Et puis un jour, ce sont ses parents et des amis qui ont exfiltré Natacha et les 3 enfants. Et quand le mari est rentré chez lui, eh bien, il n'y avait plus personne. Il s'est suicidé. Voilà, elle a pu sortir d'Absurdie et je pense qu'il aurait pu la tuer. Il a choisi de se tuer lui, ce qui est aussi une forme de violence tout à fait aboutie. Mais il m'a été donné après, plus tard, de retrouver les mêmes mécanismes de violence et de réappropriation. On pourrait parler du viol, des féminicides, etc. Mais voilà. Et cette situation-là, pour moi, est venue marquer ou me donner à voir de manière très saillante des choses que j'ai beaucoup retrouvées après dans la situation de violence sexiste et sexuelle et de violence intrafamiliale que j'ai eu à connaître. Donc j'ai choisi Natacha. Encore une fois, ça pourrait être une autre, mais cette histoire m'a beaucoup marquée. Merci beaucoup à tous les deux. Alors vous parliez d'il y a 15 ans, de maintenant, de tout ce que l'affaire Denis Baupin a fait naître comme parole. Quelques chiffres qui ne sont pas si anciens que ça. 6% des victimes qui déposent de plaintes, 6%. 86% des plaintes qui sont classées sans suite.
Les chiffres sont assez accablants. Je pense à cette phrase d'Adèle Haenel assez impressionnante. La justice nous ignore, on ignore la justice. Son choix de s'adresser à vous, Marine. Et cette méfiance-là de la justice, alors j'ai un peu envie de vous demander, à l'une et à l'autre, parler, les femmes parlent, mais du coup, parler à qui ? Vers qui est-ce qu'on se dirige ? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est une vraie question pour ces femmes. Alors, peut-être en premier lieu, j'ai envie de vous la poser à vous, peut-être Anne. C'est quoi la porte d'entrée judiciaire ? Est-ce que c'est vous, avocate ? Est-ce que c'est la police ? Vers qui va-t-on quand on a décidé de s'adresser à la justice ? Alors, parler, c'est pas nécessairement parler à la justice. Je crois que ce qui est important de dire, c'est que celles qui ont envie de parler doivent pouvoir parler et doivent trouver des espaces de parole safe, sécures et accueillants, et où la parole des femmes, qui est quand même un objet social et politique extrêmement singulier dans notre culture patriarcale, soit accueillie pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une parole qui vient gripper le système et dénoncer l'ensemble du système. Et cette parole, intrinsèquement, elle emporte précisément pour ça une part de violence. Et comme elle emporte une part de violence, elle charrie avec elle une part de violence, alors la violence appelant la violence, c'est très facile de renvoyer à celle qui parle sa propre responsabilité, ou euphémiser, ou traiter par-dessus la jambe, ou autre chose, quand on est tenté de le faire. Donc il faut trouver des espaces de parole qui soient nécessairement formés pour accueillir cette parole, et ça peut être compliqué. Ça peut être une journaliste, ça peut être une avocate, ça peut être parler entre femmes, ça peut être parler dans des associations, ça peut être parler... Voilà, il y a plein d'espaces dans lesquels on peut parler, mais comme cette parole dérange, il faut être sûr qu'elle soit dirigée au bon endroit. En ce qui concerne la justice, c'est une question délicate, parce que je trouve que la justice, les attendus que l'on peut nourrir à l'endroit de la justice ne sont pas forcément les bons. C'est-à-dire que, on n'est pas obligé de saisir le juge, 2, on n'est pas obligé de porter plainte, et pour autant, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas vécu ce qu'on a vécu. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette petite musique de « en dehors de la plainte, pas de salut ». Moi, je reçois des femmes auxquelles je dis « mais vous n'êtes pas obligé de déposer plainte », et ça n'empêche pas que je crois parfaitement réel ce que vous décrivez, et qu'on peut aussi travailler à partir de ce que vous décrivez. Mais si on décide de saisir la justice, et que ce soit la justice pénale, parce que ça peut être aussi la justice civile à partir de la saisine d'un juge des affaires familiales, eh bien à ce moment-là, et qu'on décide de déposer plainte, le dépôt de plainte se prépare. Et le dépôt de plainte s'anticipe. Il y a des associations à Nantes, mais à Rennes également, qui reçoivent les femmes, je pense au CIDFF par exemple, qui reçoivent les femmes et qui font un travail préparatoire. Dans les commissariats et les gendarmeries en Loire-Atlantique, on a des assistantes sociales qui aident à travailler les plaintes. Et puis ça peut se faire aussi avec une avocate en amont. Et puis, on repère des interlocuteurs dont on sait qu'ils sont de qualité dans les commissariats, dans les gendarmeries. On sait qu'il y a des officiers qui sont formés, d'autres pas, ce qui donne comme ça des choses très aléatoires. Et au sein d'une même brigade, on peut tomber sur le pire et le meilleur. Moi, je me rappelle d'une brigade de gendarmerie où ma cliente, qui était harcelée par son conjoint, qui stationnait nuit et jour devant chez elle en lui envoyant des messages sans arrêt, s'est présenté, et le gendarme en Basse-Bretagne lui a dit d'abord c'est des messages d'amour, et deuxièmement il est sur la voie publique, je peux rien faire. Finalement il a quitté son véhicule qui était stationné devant chez elle, il est rentré chez elle, il l'a violée. Elle ne voulait évidemment pas retourner voir les gendarmes après ce qui s'était passé, et un gendarme de la même brigade s'est déplacé chez elle, a pris sa plainte chez elle, et son violeur a été condamné et incarcéré. Donc voilà, c'est très protéiforme, enfin c'est très disparate, aléatoire, mais dès lors que les interlocuteurs ont été formés et sont en capacité d'accueillir cette parole, alors effectivement, il ne faut pas hésiter à saisir la justice si on a envie de le faire. Si on a de l'envie de le faire, si on a la confiance effectivement en cette justice, ce qui n'est pas toujours une évidence. Et vous disiez recevoir beaucoup de messages. Celui d'Adèle Haenel était au départ extrêmement clair justement dans l'ordre de cette méfiance. Est-ce que vous n'êtes pas en train de devenir, Marine, Turquie et puis les médias, la première porte d'entrée
pensée par ces femmes ? Je disais tout à l'heure que sur l'affaire Denis Baupin, à ce moment-là, on a ouvert une adresse mail qui s'appelait violencesexuelles@mediapart.fr et qu'on a vu l'étendue du problème. Si on ne l'avait pas vu avant, là, on était bien au courant avec tous ces mails qui sont arrivés. Depuis, c'est une boîte mail qui ne désemplit pas. Et puis, il y a tous ces mails qui nous arrivent même à titre personnel. Enfin, c'est de l'ordre de milliers de messages. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces messages ? Il y a des personnes qui sont coincées dans des procédures judiciaires interminables ou qui ont eu un non-lieu et qui ont besoin d'aide et qui estiment, qui espèrent que peut-être la voie médiatique permettra de sortir de ce blocage. Il y en a d'autres qui... comme Adèle Haenel, en fait, nous disent... ils nous disent pas, d'ailleurs, ils n'envisagent plus la justice comme une option. Et ça a été le point de départ de mon livre. C'est que c'est une défiance qui est assez répandue, en fait, qui est croissante envers l'institution judiciaire, notamment pour les questions de violence sexuelle. Et que moi, j'ai essayé de comprendre. Parce que je vois bien dans les messages qui nous arrivent que pour beaucoup, quand on leur demande si ça a été... à un moment donné, dans leur tête, l'idée de porter plainte, c'est la question que j'avais posée à Adèle Haenel lors de mon premier entretien avec elle. Est-ce que vous avez songé à porter plainte ? Ma question semble extraterrestre. Et donc, on peut fustiger les médias, on peut fustiger les personnes qui ne portent pas de plainte, mais à un moment donné, ça doit quand même être quelque chose qui interroge l'institution judiciaire, la société, les pouvoirs publics. Cette défiance, elle est alimentée par des chiffres, vous en avez cité certains, qui sont énormes, les chiffres de classement sans suite. Il y a les chiffres de toutes celles qui ne portent pas plainte et pourquoi. Il y a les chiffres de celles qui vont au commissariat et qui, finalement, dans bien des cas, ne vont au final pas porter plainte. Enfin, bon, il y a tout ça qui est là. Et puis, dans nos mails, dans tout ce qu'on reçoit, il y a aussi autre chose. Il y a l'idée d'alerter. Et ça va à rebours du cliché qu'on entend encore aujourd'hui, en 2025, de la femme vengeresse qui voudrait actionner le levier MeToo pour faire tomber telle ou telle personne, pour faire tomber un ex-conjoint, pour faire tomber quelqu'un contre... La vengeance. C'est pas ce que je vois, moi, dans le prisme qui est le mien. Ce que je vois, c'est que souvent, l'idée, c'est d'alerter pour que la personne, l'agresseur, le violeur, etc., arrête. Mais aussi, pour beaucoup, la culpabilité de n'avoir rien dit et de savoir qu'il y a eu d'autres victimes de ce même homme ensuite. Et je vous donne des exemples récents, mais pour parler d'affaires médiatiques, l'affaire Gérard Depardieu ou l'affaire Gérard Miller, c'est des affaires où, à partir du moment où on a produit une première enquête, on a eu un afflux de témoignages. Et quand je dis un afflux sur Gérard Miller, c'est des dizaines. Ce sont des mails qui continuent d'arriver. Donc, c'est là que se pose une question qui est intéressante, c'est que nous, on précise bien aux gens qu'on n'est pas des auxiliaires de justice, on n'est pas policiers, policières, magistrats, magistrates. On a un rôle qui se situe ailleurs, qui a un rôle d'information. Il y a un droit de savoir des citoyens et des citoyennes aussi sur ce sujet. Et même si on nous rabâche beaucoup, que je l'ai lu encore récemment dans des écrits ou dans la bouche d'avocats ou d'avocates, de dire que en fait, à la chambre à coucher, on doit s'arrêter. C'était ce qu'a longtemps dit le Canard enchaîné pour ne pas enquêter sur ces sujets. Non, les violences sexuelles et sexistes, c'est pas de la drague, c'est pas voilà, ce sont des crimes et des délits. Donc en fait, c'est normal que la presse fasse son travail d'enquête comme elle le fait sur les scandales politico-financiers, la corruption, sur les scandales sanitaires, etc. On nous a quand même longtemps dénié ce droit d'enquêter là-dessus. Et aujourd'hui, ces sujets, ils arrivent à la faveur de MeToo. Je rappelle que MeToo est sorti quand même de la presse écrite, d'enquêtes de presse étayées du New York Times et du New Yorker. Et c'est un mouvement, une onde de choc mondiale. C'est devenu une révolution mondiale. Donc, la presse a son rôle à jouer, mais nous, on essaie de l'expliquer, pour répondre à vos questions, aux gens qui nous écrivent, quel est notre rôle et qu'est-ce qu'il n'est pas. Qu'on n'est pas la justice. Que porter plainte ou pas, ce n'est pas mon sujet. Moi, je fais mon enquête, je fais mes recoupements avec des témoignages nombreux, étayés, parfois des documents. Et de savoir si la personne a porté plainte ou pas, ce n'est pas ma question première. Et c'est un choix qui lui appartient, et c'est ce que disait Anne Bouillon. Chacun, chacune doit faire ce choix en conscience, en ayant toute l'information. Et c'est là le problème, c'est que souvent l'information, les gens ne l'ont pas assez et ils ne savent pas forcément ce qui les attend. Et souvent, ils arrivent au bout d'un processus personnel quand ils vont porter plainte, alors que pour la justice, c'est le début.
C'est le début. Et c'est là où il y a tout un hiatus. Donc nous, notre travail, c'est que notre enquête, quand on la mène, soit à la hauteur de leurs paroles. Et le plus dur, c'est pas l'enquête qu'on va mener, c'est l'enquête qu'on ne mènera pas pour toutes celles qui nous ont écrit, ou tous ceux qui nous ont écrit, parce qu'il y a aussi des messages qui nous arrivent, notamment de jeunes garçons. Et en fait, c'est ça qui est difficile. C'est qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pour toutes ces personnes, parce que chaque enquête prenant des mois, on ne peut pas mener toutes les enquêtes qu'on aimerait mener. Mais on sait que chaque enquête agit comme un révélateur aussi dans la société et que ça parle à beaucoup de gens. Et ça permet aussi de faire toute cette pédagogie qui est nécessaire sur les mécanismes liés aux violences sexuelles et sexistes, évidemment. Donc une affaire emblématique et médiatique, derrière, va résonner chez 1000 personnes, et je pense notamment au témoignage d'Adèle Haenel, mais pas seulement, mais il avait une dimension universelle, et la preuve, c'est que la justice nous ignore, on ignore la justice, il est resté assez gravé dans beaucoup de mémoires, parce qu'il a résonné chez des tas de gens qui sont loin de la vie d'Adèle Haenel, qui ne sont pas Adèle Haenel, mais qui ont ressenti la même chose dans leur histoire. Y compris au sein de l'institution judiciaire. C'est-à-dire que moi, je me rappelle quand j'ai vu ça, et je me rappelle très bien de vous avoir entendu, et je me rappelle très bien du moment où j'ai reçu ça en pleine figure de la part d'Adèle Haenel, et modestement, j'avais pris ma plume pour lui écrire une petite tribune en lui disant « mais pas du tout, en fait, il faut saisir la justice, il faut la rendre comptable, et de ses carences, et de ses limites, et de son inaction, et donc pour la rendre comptable de tout ça, eh bien, il faut la saisir ». Et ce qui est assez frappant, c'est de voir comment est-ce que la justice, et vous me corrigerez si je me trompe, ça me fait drôle de vous voyez, hein, mais... On a posé cette convention avant, ça passe pas bien chez Anne. La justice s'est autosaisie de cette situation. Et le procureur a engagé une enquête, alors même qu'elle avait clairement indiqué qu'elle ne souhaitait pas déposer plainte. Et donc, ça met la justice au défi, en fait. C'est très utile, tout ça, parce que après, il y a cet effet de ruissellement qui vient contraindre l'institution judiciaire à être à la hauteur des regards qui sont tournés vers elle. Donc, la manière dont les voix fortes, comme ça, s'élèvent et puis critiquent la justice ou finalement saluent le travail de la justice, parce que ça existe aussi, c'est voilà, un travail citoyen qui nous permet d'améliorer les pratiques judiciaires qui s'améliorent d'ailleurs, hein, nettement. Donc tout ça participe du débat démocratique et de faire en sorte que les institutions soient à la hauteur du défi. Mais elle a permis, en tout cas, à Adèle Haenel de porter ce débat que nous, en fait, et d'autres journalistes, hein, entendaient déjà dans leurs interviews, dans leur travail, cette défiance. Et tout à coup, là, il y avait une personne qui ouvrait la porte un peu fort et qui le disait avec un raisonnement articulé, etc. Mais les associations, et je suis sûre qu'il y a plein d'associations présentes ce soir, ou de responsables d'associations, des associations féministes d'aide aux victimes, ces discours-là, les entendent depuis bien longtemps. Et donc, en fait, elle a dit de manière articulée et politiquement très articulée, ce que beaucoup disaient déjà tout bas dans leur dépôt de plainte, qui était parfois calamiteux, la loterie, comme on disait tout à l'heure. Donc, elle a permis de poser ce débat, parce qu'il faut quand même dire qu'elle est rentrée dans le processus judiciaire, du coup. Elle a porté plainte. Concrètement, elle a reçu un coup de fil d'une policière qui lui a dit est-ce que vous acceptez d'être auditionnée, et qui lui a fait comprendre que si elle ne portait pas plainte, cette affaire n'irait nulle part. Et si Adèle Haenel l'a fait, c'est pas tellement pour elle que pour continuer de porter ce débat sur les dysfonctionnements systémiques de l'institution judiciaire, sur ce côté loterie dont on parle, parce qu'il y a des choses on va en parler, qui s'améliorent, d'autres qui stagnent un peu plus, mais elle a permis, je trouve, de mettre sur la table ce sujet. Et alors, je vous écoute, Anne, je vous entends dire que vous avez réagi justement à ce qu'a dit Adèle Haenel, et j'ai un petit peu envie de vous demander à l'une et à l'autre, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui des rapports, justement, médias-justice? Est-ce qu'ils sont bons? Est-ce que la passation de dialogue se fait bien entre ces deux endroits qui ont leur rôle à jouer chacun? Est-ce que vous diriez que la circulation est bonne? Moi, ce que j'ai constaté quand j'ai fait ce livre, parce que j'ai rencontré plein de magistrats, magistrates, des policiers, policières, des avocats, avocates, je venais leur parler du traitement judiciaire des violences sexuelles et sexistes, et
quasiment dans la première minute, surgissait tribunal médiatique, surgissait des critiques très virulentes à l'égard des journalistes, du monde médiatique. Critiques que j'ai entendues, que je développe dans un chapitre, donc je ne les mets pas sous le tapis non plus. Mais j'étais quand même assez interloquée par le fait que moi, je venais poser la question de comment ils travaillaient judiciairement sur ces sujets, et qu'une partie, pas toutes et tous heureusement, me répondait « et vous les médias ?» Donc en fait, il y a cette espèce de truc où chacun se renvoie la balle, où une partie du monde judiciaire dit oui, mais c'est à cause de vous, les médias, vous mettez à l'honneur certaines affaires, mais comment on fait pour toutes celles qui ne peuvent pas, comme Adèle Haenel ou d'autres, avoir un média qui se penche sur leur dossier, ou vous laissez penser que c'est maintenant ici que ça se passe, et d'autres qui au contraire disent mais non, mais en fait, la presse fait aussi avancer les choses sur ce sujet dans plein d'affaires. Sans la presse, vous n'auriez pas eu d'affaires tout court. C'est le cas dans l'affaire Rougia, parole d'Adèle Haenel, mais c'est le cas aussi dans les affaires PPDA de Pardieu, où à un moment donné, c'est justement la multiplication des témoignages qui sortent dans la presse à partir d'une première plainte qui est médiatisée, pour justement venir en appui de la plaignante, que là, il y a un dossier qui devient conséquent. Et donc, en fait, la presse a son rôle à jouer, qui n'est pas un rôle judiciaire. La presse, elle fait son travail. Et parfois, une partie du monde judiciaire a du mal à comprendre que nous, on fait nos enquêtes journalistiques. On n'est pas policier, on n'est pas procureur. Mais on fait des enquêtes journalistiques qui permettent de mettre sur la table ces sujets et d'informer. Moi, je pense que c'était d'intérêt public de savoir que notre ministre de l'Intérieur et avant du budget, Gérald Darmanin, avait eu des relations sexuelles que lui estime consenties, mais que ces femmes n'estiment pas consenties, dans le cadre de son travail d'élu, alors qu'elle venait lui demander de l'aide. Je pense que c'est d'intérêt public de savoir que le présentateur du 20h favori des Français pendant des années a fait défiler des jeunes filles, y compris mineures, dans son bureau, et que d'après leur récit, il les a agressées ou violées. Bien sûr, on fait état du fait qu'ils contestent les faits. Bien sûr, on va chercher aussi leurs réponses. Mais au nom de quoi on devrait passer ça sous le tapis ? Et là, je parle d'affaires médiatiques, mais on peut parler d'affaires beaucoup plus anonymes qu'on traite aussi à Mediapart, tant elles racontent des choses de la société, des rapports de domination. Et je pense que tout le monde le sait ici, ce sont des crimes et des délits de propriété, de domination. Et ce ne sont pas des pulsions sexuelles comme on l'entend souvent et comme ça a longtemps été traité médiatiquement d'ailleurs. Donc on a notre rôle à jouer, on le défend. Moi, je ne suis pas là pour dire que tous les médias travaillent bien. Je veux dire par là qu'il y a des enquêtes qui manquent de contradictoires, il y a parfois des plaintes qui sortent à l'insu des plaignantes, des récits qui sortent à l'insu des victimes. Mais je pense que les choses s'améliorent. Je pense qu'il y a beaucoup de rédactions qui se professionnalisent. Et donc, voilà, je pense qu'il faut que le monde judiciaire et le monde médiatique se parlent et se comprennent mieux. Moi, je me souviens d'un juge d'instruction qui m'avait dit, mais pour nous, les médias, c'est surtout la violation du secret d'instruction. Donc, on voit bien comment il peut y avoir des tensions, etc. Mais je vois aussi toute une partie du monde judiciaire qui travaille en très bonne intelligence par rapport au travail médiatique et qui comprend que chacun est dans son rôle, un rôle qui est différent, qui n'est pas le même, que chacun est à sa place et que tout ça peut avancer dans le bon sens, en fait. Oui, moi je suis d'accord. Je pense que l'institution judiciaire n'aime pas d'abord qu'on la renvoie à ses carences et à ses faillites et à ses défauts. Et je pense que l'institution judiciaire n'aime pas l'idée de ce que elle n'est pas la primeur sur les investigations, avec cette idée quand même qu'une investigation policière, une investigation par un juge d'instruction, ça obéit à des règles de procédure tout à fait strictes qui sont garantes et des droits de la défense et du procès équitable et du respect de la présomption d'innocence. Et que des médias travaillent très bien dans le cadre du respect de ces règles-là, mais pas tous. Et que effectivement, dès lors que ces règles-là ne sont pas respectées, le contradictoire étant l'une des premières de ces règles-là, alors c'est pas du travail d'enquête, c'est autre chose et ça poursuit un autre agenda. Et donc nécessairement, l'investigation menée par l'institution judiciaire, elle est, lorsqu'elle est menée, et c'est pas toujours le cas, parce qu'on pourrait parler de tous les dossiers qui dorment et qui ne sont pas investigués, et pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas investigués, mais là on ouvre une autre tête de chapitre, mais
Obéir à ces principes-là, c'est nécessaire et important pour nous tous et nous toutes, quelle que soit notre position dans le procès pénal, finalement. Et on a évidemment tous et toutes, que l'on soit plaignant ou partie civile, intérêt à ce que les choses soient faites dans l'ordre, parce que sinon, c'est pas de la justice, et philosophiquement, on est sur autre chose que de la justice. Maintenant, moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est tout le débat autour de la question de la présomption d'innocence. Et l'idée de ce qu'on serait passé déjà à une autre ère qui voudrait que la présomption d'innocence ait totalement disparu, qu'elle ait été abrasée sous le feu roulant des accusations qui voudraient à elles seules condamnation, et que jusque dans les prétoires, il suffirait qu'une accusation ou qu'un doigt soit pointé pour que ça emporte conviction des juges et condamnation. Et là aussi, on entend des voix dans le monde judiciaire et relayées par le monde médiatique. Je pense à certains médias, pas Mediapart, mais d'autres. Je lisais des articles comme ça où des journalistes s'interrogent finalement sur la question de savoir si le tout victimaire n'aurait pas pris le dessus sur l'intégralité de nos principes fondamentaux, et on ne serait pas passé d'une société extrêmement violente à l'endroit des femmes plongées dans le silence à une société vengeresse qui ne chercherait qu'à sacrifier, à immoler de pauvres hommes innocents sur l'autel du féminisme dévoyé. C'est pas du tout ce que j'observe, moi. C'est-à-dire que moi, je suis dans les juridictions tous les jours. Je suis devant les juges tous les jours. Je plaide tous les jours. Et si j'observe une facilité qui est accordée à la parole des femmes et à celles et ceux, à celles notamment qui les représentent et qui les assistent, si leur parole et la mienne est moins tournée en dérision, peut-être plus écoutée, qu'on a plus voix au chapitre, je n'observe jamais de juges ni d'avocats, en réalité d'avocats sérieux, qui renoncent au droit de la défense, qui renoncent au contradictoire, qui renoncent à la présomption d'innocence. Alors, ça et là, on pourrait m'opposer des contre-exemples, pourquoi pas ? Mais voilà, quel est le problème dans notre société actuellement ? C'est quoi le sujet dans notre société ? C'est que les hommes maintenant auraient peur de prendre un ascenseur, parce qu'on m'a interrogé là-dessus la semaine dernière, auraient peur de prendre un ascenseur avec une femme seule, de peur d'être accusée de leur avoir mis la main au cul ? C'est vraiment ça le problème ? Ou c'est le nombre de femmes qui meurent, qui ne diminue pas, le nombre de viols qui s'échelonne entre 80 et 90 000 par année, le nombre d'enfants incestés qui reste à 1 sur 10, et cette violence systémique qui n'en finit pas de nous tuer, de nous violer, de nous mettre à l'épreuve et de nous user. Voilà, c'est quoi le vrai sujet de notre société, vous voyez ? Donc moi, je veux bien qu'on s'inquiète d'un affadissement ou d'une attaque sur la présomption d'innocence que je n'observe pas, et je ne tourne pas ça en dérision. C'est important de garder ce cap-là. Je crois que je suis très claire. Moi, je fais tout pour que les droits de la défense soient respectés. Et quand il n'y a pas de défense en face de moi dans un procès, alors je trouve que ce n'est pas de la justice et je n'en tire aucune satisfaction. Voire, je rappelle à mon contradicteur que là, il devrait peut-être faire son boulot parce que son client est en situation de danger. Mais pour moi, le danger ne vient pas de là. Et j'en ai terminé, mais je constate comme vous une résurgence massive des mouvements masculinistes, une résurgence massive des mouvements réactionnaires. Et moi, j'ai le sentiment, comme féministe, que là, je dois repartir au combat. Et que les acquis qu'on avait pu capitaliser pendant quelques années, là, avec la satisfaction de voir nos combats et nos luttes prospérer et acquérir certains avantages, je ne vous cache pas ma très, très grande inquiétude face à ces effets backlash et réactionnaires, parce que je pense qu'en face de nous, on a des mouvements éminemment puissants et que tout ce débat sur la présomption d'innocence vient en réalité déplacer la focale et nous articuler sur une question qui peut en être une, mais qui n'est vraiment pas notre sujet. Ouais, je voulais un petit peu, en complément, expliquer que moi, j'entends beaucoup, enfin, nous, journalistes, on entend beaucoup, évidemment, en face rétorquer dès qu'on sort une enquête, tribunal médiatique, présomption d'innocence. Vous tous et toutes ici, j'imagine, vous l'entendez dans vos repas de famille, au travail, tout le temps. C'est un discours qui est assez persistant, qui n'est pas seulement une petite lame de fond. Voilà, c'est, je pense, quelque chose d'assez large. Et c'est pour ça que je pense qu'en fait, il y a une pédagogie énorme à faire sur ce sujet. Et la première pédagogie à faire, je pense, c'est d'expliquer ce que c'est que la présomption d'innocence et ce qu'elle n'est pas.
Et ça peut paraître évident pour plein de gens, et en fait, vous vous rendez compte en discutant que les gens ne savent pas vraiment ce que c'est que la présomption d'innocence. La présomption d'innocence, c'est une règle pénale. Donc ça s'applique quand il y a une enquête pénale qui est en cours. Je donne un exemple. Quand on sort le papier sur l'enquête autour du témoignage d'Adèle Haenel, il n'y a pas d'enquête pénale en cours. Donc il n'y a pas à ce moment-là, par exemple, de présomption d'innocence. Je me souviens avoir vu fleurir dans les commentaires « Ah ouais, il est présumé innocent, vous ne respectez pas ». En l'occurrence, il n'y avait pas d'enquête pénale ouverte. Par contre, c'est un énorme par contre, il y avait le droit au contradictoire pour Christophe Rougia. Et je suis plus qu'allé le chercher, comme on le fait à Mediapart dans toutes nos enquêtes, pas seulement celle-là. C'est pas un coup de fil 24 heures avant de publier, c'est des journées, des semaines à essayer d'avoir un entretien avec la personne mise en cause ou avec les institutions mises en cause quand il y a des alertes qui ont été ignorées. C'est un long temps où vous donnez tous les éléments à la personne qui potentiellement figureront dans l'article pour qu'elle puisse répondre, argumenter, faire des commentaires, et parfois ça déclenche de votre part des nouvelles recherches, des nouvelles investigations. Donc pour vous dire qu'on n'est pas dans un truc express où on n'en a rien à faire du contradictoire. Donc il y a le contradictoire. Les journalistes, ils ont un code de la route. Ils ont quand même des principes déontologiques, éthiques, mais ils ont aussi, leur travail est encadré par la loi de 1881 sur la liberté d'informer. On ne fait pas non plus n'importe quoi, heureusement, et on doit répondre, et c'est normal, de nos écrits devant la justice. Si le mis en cause, il estime que sa présomption d'innocence n'est pas respectée, qu'elle est atteinte, s'il estime qu'il est diffamé, s'il estime que c'est de la dénonciation calomnieuse, s'il estime que c'est de l'atteinte à la vie privée, il a des leviers judiciaires pour se plaindre devant la justice et répondre. Je remarque qu'il n'actionne souvent pas ces leviers, ou que, je me souviens de Nicolas Hulot déposant plainte et puis finalement retirant sa plainte un 24 décembre. Je me souviens de Gérald Darmanin annonçant une plainte en dénonciation calomnieuse qu'il a discrètement retirée 6 mois après. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut rappeler qu'il y a quand même ces garde-fous qui existent, qu'il y a ces leviers judiciaires, mais il faut aussi rappeler que pourquoi elle est utilisée à toutes les sauces aujourd'hui, la présomption d'innocence ? Parce que l'idée, c'est de dire taisez-vous, comme m'avait dit une avocate. Tribunal médiatique plus présomption d'innocence, dans la manière dont aujourd'hui ils sont mis en avant dans des cadres assez spécifiques et à toutes les sauces, ça veut un petit peu dire taisez-vous. Alors que, comme l'a dit Anne Bouillon, la présomption d'innocence, c'est un principe fondamental du droit pénal, et que, en fait, personne ne remet en cause aujourd'hui. Donc c'est ça l'absurdité de ce débat. Et j'ajoute que, pour avoir travaillé aussi pendant des années sur les affaires politico-financières, on m'opposait rarement présomption d'innocence. Donc ça, c'est aussi très bavard. C'est-à-dire que je remarque que dès qu'on parle de violences sexuelles et sexistes, là, tout à coup, de manière très pavlovienne, on nous répond présomption d'innocence. Et je remarque aussi que parfois, dans les mêmes affaires de violences sexuelles et sexistes, on va beaucoup moins parler de présomption d'innocence pour certains. Donc en fait, il y a des principes comme ça à géométrie variable qui... Voilà. Et dernière chose, et ça me semble là aussi être un devoir de pédagogie qu'on doit faire, que le monde du judiciaire doit faire, que les journalistes peuvent faire aussi, la présomption d'innocence, ça n'a jamais été de pouvoir rien dire, en fait. La présomption d'innocence, c'est pas un principe qui balaye tout sur son passage, même si c'est un principe pénal qui est fondamental. C'est un principe qui est à mettre en balance avec d'autres principes fondamentaux, comme la liberté d'expression. Donc la présomption d'innocence, et la prescription aussi d'ailleurs, ça n'empêche pas le hashtag, ça n'empêche pas le témoignage. Sinon, il n'y aurait pas non plus de plainte et puis il n'y aurait pas de procédure possible. Une avocate m'avait dit, quand on est dans la rue et qu'on se fait voler son sac à main, on dit au voleur, on vous dit pas Madame, présomption d'innocence. Donc en fait, il faut quand même comprendre que la parole, elle est possible. La parole, elle est encadrée par la loi, mais la parole, elle est possible, sinon on ne pourrait pas juger ces affaires. Et dernier point, même quand les affaires judiciaires sont en cours, la justice, elle prend des mesures à titre conservatoire. Elle interdit certains mis en cause avec un contrôle judiciaire d'accéder à telle région où il peut y avoir des témoins des victimes. Elle interdit certains mis en cause, je pense notamment à Jean-Luc Lahaye, qui a été interdit de concert, d'exercer leur profession parce qu'on estime qu'à ce stade-là, même s'il n'a pas été jugé condamné, il y a un danger. On interdit de sortir du territoire, etc. Donc ces mesures, elles sont prises alors même que la procédure elle est en cours. Donc la présomption d'innocence, ça ne veut pas dire on ne fait rien, on ne dit rien. Et encore une fois, si le mis en cause s'estime atteint dans sa présomption d'innocence,
il a des leviers judiciaires pour répliquer. Donc je pense que ça, c'est important de le déployer, parce qu'aujourd'hui, ce sont 2 mots qui sont dévoyés, alors que c'est un principe important. Et ce sont des mots qui sont sortis pour taire le débat. Et c'est ça qui est gênant. Et je trouve que le fait que ces termes soient beaucoup mis en avant sur ces sujets-là de violences sexuelles et sexistes est évidemment très, très bavard. Est-ce qu'il y a des spécificités au niveau des violences sexistes et sexuelles? Est-ce que dans le monde des arts et de la culture, il y a des spécificités sur ces questions ou pas? Peut-être que je serais mieux placée que moi pour répondre. Juste quelques réflexions. J'ai été auditionnée par la commission d'enquête parlementaire sur les violences sexistes et sexuelles dans le monde du cinéma et du monde audiovisuel là, récemment. Et puis j'ai eu le grand plaisir d'écouter l'audition de Dominique Besnéard d'hier et on n'a pas été déçus. Hein. Je crois que partout là où les rapports de domination s'exercent, eh bien, il y a un risque d'en abuser, d'en profiter et de se sentir légitime à dépasser les limites, à les repousser et à les dépasser. Et je crois que dès lors que vous rajoutez à cette croyance la conviction de ce que l'acte créateur exige que vous dépassiez les limites pour pouvoir créer, alors vous avez toutes les conditions remplies pour que des abus presque institutionnalisés s'opèrent. Et ce qui est patent de constater, c'est comment est-ce que finalement, sous couvert et j'ai quelques exemples précis en tête, hein, il m'arrive d'échanger avec Judith Godrèche ou d'autres qui racontent évidemment tout ça, sous couvert de la puissance créatrice et de la puissance créatrice d'un démiurge qui devrait pouvoir ne trouver aucune entrave à la satisfaction de son désir. Eh bien, là aussi, toutes les limites s'affaissent et on a un concentré chimiquement pur de ce que le patriarcat peut produire en termes d'abus de position dominante. Et donc, il me semble que dans la culture, ça ne déroge pas, il n'y a pas d'exception culturelle, mais il y a une espèce de concentration de l'abus de pouvoir, précisément parce que tout cela est légitimé par une position dominante. Mais on est presque dans le même cas de figure en termes de rapport de domination que dans une famille, ou dans une famille patriarcale très organisée sur un mode très traditionnel, où les hiérarchies sont tout à fait définies, où la figure du père prend le dessus sur tout le reste, et finalement, parce que c'est encadré et c'est institutionnalisé comme tel, eh bien c'est admis. Voilà. Et il y a une capacité à admettre qui me semble accrue, peut-être dans le monde culturel, mais également dans les familles. Et encore une fois, moi je vois à quel point, quand on est tout en bas de l'échelle sociale dans la famille, à savoir l'enfant, on peut être le réceptacle de toutes les violences qui en dégringolent. Donc je crois que ce qui est intéressant avec le monde culturel, c'est qu'il vient nous donner des signaux et des marqueurs de ce que nous sommes, peut-être de manière encore plus concentrée, mais aussi de ce que nous pouvons être. Et il y a des voix qui s'élèvent dans le cinéma. Il y a plein de modes alternatifs qui sont pensés. Il y a des cinéastes féministes qui prônent d'autres modes de réalisation des films. Il y a des directrices de casting qui agissent différemment. Il y a des actrices qui viennent dire ce qu'elles ont subi. Et donc, voilà, c'est encore une fois quelque chose de très symptomatique, symbolique, et ça nous éclaire tout à la fois sur le pire, mais ce que peut être aussi l'alternative. Et en ça, c'est tout à fait réjouissant. Marine ? C'est intéressant parce que nous, on s'est un peu posé cette question à Mediapart parce qu'on a été amené à beaucoup publier d'enquêtes sur effectivement le monde culturel et notamment le monde du cinéma. Et on a beaucoup du coup d'alertes qui nous arrivent à nouveau sur ce secteur-là. Et donc nous-mêmes on se questionne, on se dit mais finalement on va pas non plus publier tout le temps. Et enfin même si on fait beaucoup de secteurs, je rassure tout le monde, on a travaillé sur les violences sexuelles et sexistes dans l'université, sur le monde médical, sur le monde politique, sur le monde journalistique, sur tout un tas de secteurs. Mais on a été beaucoup ramenés, et moi en particulier au monde du cinéma. Et
on a eu cette discussion en interne, et notamment avec Lénaïque Bredouille, et on s'est dit, mais en fait, ça raconte aussi quelque chose. C'est que ces affaires, elles sont aussi particulièrement impactantes dans la société, parce que le cinéma, c'est la production des images. Le cinéma, c'est ce qui arrive dans les foyers. Le cinéma, c'est les stars. Et donc, en fait, il y a tout ça, ce mélange-là, qui explique aussi la résonance de ces affaires. Mais aussi, elles sont un concentré effectivement de la société, les questions d'abus de pouvoir. Partout, vous avez du pouvoir, une organisation pyramidale, de la précarité en bas, et c'est typiquement le cas de la culture et notamment du cinéma, avec dans les 3/4 de nos enquêtes des jeunes intermittentes, techniciennes, maquilleuses, costumières, figurantes, actrices, qui nous disent « mais qu'est-ce que j'aurais pu dire ? Là, je suis agressée par un tel réalisateur ou acteur connu, ou qu'est-ce que j'aurais pu dire, qu'est-ce que j'aurais pu faire, qui m'aurait entendu, le tournage se serait arrêté, j'aurais mis 200 personnes au chômage. » Voilà ce qu'on entend. Et donc, voilà. Et puis, il y a l'alibi de la création, il y a l'alibi artistique. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé quand j'ai commencé ces enquêtes sur le monde du cinéma. C'est que tout à coup, j'avais une espèce de « ah ben non, mais c'est de l'art ». Comme si on n'avait pas bien compris. Ah ben non, mais c'est normal, en fait. Le réalisateur doit être amoureux de sa comédienne, hein, c'est normal. Et puis du coup, entre les pauses, elle doit forcément s'asseoir sur ses genoux. Et puis du coup, ils doivent se voir le soir. Puis ils doivent aussi faire tous les castings dans une chambre d'hôtel. Non, mais c'est normal. Donc, ça peut faire sourire aujourd'hui. Et heureusement, ça évolue un petit peu. Mais l'alibi artistique, encore aujourd'hui, est tellement puissant. Alors c'est l'héritier de tout ça, de la politique des auteurs, du génie créateur, de l'importance qu'on met dans l'artiste, le réalisateur tout puissant, etc. Et aujourd'hui, heureusement, ça tend à bouger un petit peu parce qu'on ouvre un petit peu les portes et les fenêtres, qu'on commence à comprendre qu'il faut qu'il y ait davantage de diversité, de parité sur les tournages, qu'il faut ouvrir un petit peu les fenêtres et que justement, en ayant davantage de parité sur les tournages, ça permettra un peu plus à la parole d'être entendue. Non pas que à chaque fois les femmes recueillent les témoignages. Dans les enquêtes, j'ai des témoignages terribles de femmes qui ont ignoré, de femmes en position de pouvoir qui ont ignoré les alertes. Mais ça permet quand même davantage une ouverture sur ces sujets. Donc voilà, donc c'est important et c'est pour ça qu'on continue de travailler quand même sur ce secteur qu'on a beaucoup labouré. Alors, le temps passe. J'avais envie de vous poser une dernière question parce qu'ensuite, je voudrais aussi vous laisser la parole. Je suis sûre que vous avez évidemment plein de questions à poser. Simplement, peut-être une question de perspective. Je pense que là, il y a eu plusieurs affaires qui se sont terminées. Je pense bien sûr au procès Mazan. Je pense aussi à Christophe Ruggia, la fin de cette longue histoire pour Adèle Haenel, Nicolas Bedos. Enfin, bon, voilà, il y a quand même eu pas mal de décisions judiciaires qui ont été données. C'est quoi votre sentiment sur où est-ce qu'on en est dans cet après-MeToo qui a été un moment incroyable? Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on avance dans le bon sens? Moi, j'ai envie d'avoir une parole optimiste quand même, parce que en vrai, il faut quand même se représenter ce que c'était avant 2017. Parce que évidemment on parle beaucoup ce soir du backlash et c'est normal, on parle beaucoup d'une lame de fond réactionnaire qui est puissante en France et ailleurs, mais en réalité moi je le vois à l'échelle de nos enquêtes, aujourd'hui on a des témoins qui nous alertent, ça n'arrivait pas avant. Et je pense que MeToo a été une bulle de pédagogie énorme qui est rentrée quand même dans pas mal de foyers, pas partout, mais beaucoup. Faut se rappeler qu'avant, quand même, encore une fois, on était dans les pages faits divers des journaux. Ce n'était pas traité comme un phénomène systémique, un problème de santé publique. Donc les choses avancent quand même énormément. Et parfois, elles avancent aussi pour des mauvaises raisons, pour des intérêts financiers, où on voit bien que mettre en avant un réalisateur qui a été multi-accusé, ça passe pas bien dans la promo et ça peut finalement se retourner contre les producteurs, les distributeurs qui peuvent avoir beaucoup à perdre, pour parler du cinéma par exemple. Donc, on voit que ça avance quand même énormément. Après, dans un paysage qui est quand même extrêmement gangréné par l'extrême droite aussi, par des idées masculinistes, évidemment que le backlash, il est là, il est très présent.
Et c'est pour ça qu'en fait, je pense que le rôle des journalistes, d'expliquer, de faire cette pédagogie, de continuer de révéler, parce que les affaires sont des déclencheurs. Elles agissent comme des déclencheurs. Et de la même manière que quand à Mediapart, on avait révélé l'évasion fiscale de Jérôme Cahuzac, ça posait la question plus largement, ça met sur la table la question de l'évasion fiscale. Et de la même manière, quand on révèle Gérard Depardieu, multi-accusé par des femmes de violences sexuelles et sexistes, je pense que ça essaime dans la société et qu'à chaque fois, je me souviens d'une chose, et j'en terminerai par là, mais quand on avait réuni à Mediapart pour un plateau, une émission qui vraiment a fait date, 20 femmes qui avaient témoigné dans l'affaire PPDA. Il y en avait une qui expliquait qu'elle avait été violée il y a des années dans une chambre d'hôtel par Patrick Poivre d'Arvor. Elle disait qu'en fait elle l'avait suivi bêtement en pensant qu'ils allaient continuer la conversation professionnelle qu'ils avaient, qu'elle n'avait pas pensé une seconde ce qu'il allait se passer ensuite, d'après tout ce qu'elle nous avait raconté. Et en fait son récit, comme ça dans notre émission, a été un détonateur pour des tas de femmes qui, pour certaines, nous ont écrit, nous ont dit « Je ne savais pas que j'avais le droit de témoigner si j'avais accepté de monter dans la chambre d'hôtel ». Et en fait, c'est pour ça que cette pédagogie, elle est importante. Comprendre les mécanismes qui entourent toutes ces violences sexuelles, c'est-à-dire les mécanismes de honte, de culpabilité. C'est quand même la première chose que beaucoup de gens questionnent encore aujourd'hui. Mais pourquoi elle a fait comme ci, comme ça, pourquoi elle n'a pas parlé avant, et puis si elle parle trop tard, ça ne va pas non plus, et puis si elle parle trop tôt, c'est suspect. Enfin, voilà. Et tout ça, je pense que la révélation de ces affaires permet justement de déminer tous ces stéréotypes qui sont encore tellement, tellement vivaces. On le voit encore aujourd'hui. C'est souvent l'attitude de la victime, de la plaignante qui est questionnée avant même l'attitude du mis en cause. Mais j'ai quand même envie de finir sur une note positive pour dire que aujourd'hui on peut faire ces enquêtes parce qu'il y a davantage de témoins qui parlent, alors qu'avant on nous disait c'est des affaires de petites culottes, de coucherie, ça me regarde pas. Donc je trouve ça bien que dans un geste citoyen, citoyenne, les gens acceptent maintenant de dire ce qu'ils ont pu voir, entendre ou les confidences dont ils ont été destinataires. C'est un vrai progrès. Anne, du coup, le sujet est tellement vaste. Effectivement, qu'est-ce que là, ce soir, pour rebondir sur ce que disait Marine? Non, mais moi, je suis d'accord avec Marine. Il serait totalement faux de dire que ça n'avance pas et que moi, je ne fais pas le même métier aujourd'hui qu'avant MeToo. Et pour autant, ça fait très longtemps que je défends des femmes. Et j'ai vu comment MeToo avait fait la bascule et nous avait permis, comme ça, de libérer, alors j'aime pas trop cette expression, mais libérer la parole et d'avoir une attention accrue sur la question des femmes et des violences faites aux femmes. Mais comment c'était dur avant, en fait. Comment c'était extrêmement difficile, comment il y avait tout ce continent de souffrance du quotidien qui ne trouvait aucune voie d'expression, aucune possibilité de justice. Comment moi je recevais et continue de recevoir des femmes qui souffrent, qui ont peur. Enfin, voir des femmes qui ont peur, c'est extrêmement singulier. C'est-à-dire qu'elles vivent avec soit des phénomènes d'habituation à ce qu'elles subissent et elles ont renoncé à elles-mêmes, soit avec des hypervigilances, soit avec le ventre noué tout le temps. Et moi, je ne m'habitue jamais à ça. Donc, oui, bien sûr que ça avance, bien sûr que la cause féministe a repris du poil de la bête et bien sûr qu'on continue de mener ce combat et qu'on peut aussi capitaliser un certain nombre de victoires, l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Mais ce qui ne change pas, c'est la violence. Ce qui ne change pas, c'est que le corps des femmes et des enfants est toujours le réceptacle de souffrances incommensurables. Ce qui ne change pas, c'est que malgré nos engagements individuels et collectifs, malgré votre présence ici, malgré ces débats, malgré les moyens qu'on y met, malgré l'attention qu'on y porte, moi j'attends une révolution féministe en fait. Et cette révolution féministe, non seulement elle ne vient pas, le changement de paradigme ne vient pas, la culture de l'égalité réelle ne vient toujours pas.
Mais en plus, tu parlais de l'extrême droite, vous parlez de l'extrême droite, je vois des forces obscures se profiler à l'horizon et nous arriver... alors, je suis désolée, j'ai du mal à être très optimiste au final, donc j'essaye. Hein, mais c'était pas la demande. Hein. Et peut-être aurais-je tenu un discours différent il y a un an, mais quand je vois Zuckerberg nous dire qu'il est très attaché à ses valeurs masculines, quand je vois l'élection de Trump, quand je vois évidemment la condition des femmes afghanes, iraniennes, quand je vois que le droit à l'IVG pour nos sœurs états-uniennes est précarisé, quand je vois que des forces, encore une fois, réactionnaires, ultra-patriarcales, on voit au chapitre, quand je ne sais pas ce qui va se passer aux prochaines élections présidentielles, je sais que la cause des femmes sera l'une des premières. En Loire-Atlantique, on a en région, là, on a une présidente, Christelle Morancet. Sous couvert de rigueur budgétaire, elle a sacrifié 2 choses, la culture et le droit des femmes. Donc voilà, je sais que c'est ça qui passe à l'as en premier. Et donc, voilà, je pense qu'il est éminemment nécessaire de ne rien lâcher, d'être dans la rue, de militer, d'éduquer nos enfants, d'éduquer nos filles, nos garçons à l'égalité, de se battre pour nos acquis parce que, comme le disait Simone de Beauvoir, il suffira d'une crise et tout sera balayé. Et les crises, elles arrivent, elles sont là. Donc, réjouissons-nous d'être ensemble parce que ça fait du bien, mais gardons notre vigilance et notre envie de combat intacte, hein, parce qu'il va falloir s'en servir. Je vais essayer de faire rapide. Moi, je vis à Rennes. Je fais partie d'une asso qui milite depuis 10 ans dans l'accompagnement des victimes de violences sexuelles au niveau juridique. Et c'est pour continuer sur la note négative. Et on arrête parce qu'on est épuisé, parce qu'on n'y croit plus. Mais en tout cas, cette asso, elle a existé parce que peu importe notre rapport individuel à la justice, ce qui persistait, nous, chez les femmes qu'on accompagnait, qu'elles aient porté plainte ou pas, c'était le besoin de justice et le besoin, à un moment, très souvent, que une institution, quelque chose, peu importe ce que c'est, reconnaisse ce qu'elles ont vécu et si possible, évidemment, fasse en sorte que les agresseurs ne recommencent pas. Et on a beaucoup réfléchi aux alternatives à la justice. Et on a des exemples dans le milieu militant de tentatives d'alternatives qui, moi en tout cas, les exemples que je connais sont assez désastreuses parce que j'ai l'impression qu'on peut être hyper révolutionnaire, mais on n'a pas beaucoup de modèles pour vraiment construire ces alternatives. Et je voulais savoir si, à vos endroits différents et dans les récits de victimes que vous croisez, est-ce que vous avez, si vous essayez d'amener une note positive, est-ce que vous avez des exemples de choses qui font du bien aux victimes, en attendant effectivement que les violences s'arrêtent un jour pour de bon, d'exemples d'alternatives à la justice qui réparent, quoi. Spontanément, je pense... Déjà, merci pour votre question. Spontanément, je pense à une initiative qui est un peu judiciaire, mais un peu nouvelle, qu'avait émise le magistrat Antoine Garapon, qui était une forme de plaider coupable. Mais encadré judiciairement. Alors, je ne suis pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien, mais en tout cas, pour mon bouquin, je m'étais penchée sur justement les alternatives à tout ça, parce que je suis assez d'accord. Il y a une partie, je dis bien une partie, parce que c'est pas le cas de tout le monde, des victimes de violences sexuelles qui veulent surtout la reconnaissance des faits. Et pas seulement par le mis en cause, mais aussi par tout un tas de structures autour. Ça peut être la famille, ça peut être le travail, l'entreprise. En fait, c'est surtout ça qui... Enfin, pas surtout ça, mais pour certains, c'est ce qui les mine. C'est ce qui les empêche aussi de pouvoir avancer, en fait, d'avoir cette reconnaissance, ce statut. Et effectivement, parfois, ça peut être une discussion dans un cabinet d'avocat ou d'avocate. Parfois, ça peut être juste d'avoir déposé plainte et peu importe l'issue. Parfois, ça peut être un journaliste qui va vous écouter. Bon, il y en a beaucoup qui nous contactent et qui disent « je veux juste
vous parler et vous dire. Voilà. Et ça m'a fait du bien de vous écrire, même si vous faites rien. Donc ça existe. Après, il ne faut pas non plus être naïf et penser qu'il n'y en a pas qui veulent voir quand même leur agresseur, leur violeur en prison ou sanctionné ou condamné pénalement. Donc c'est pour ça que je dis jamais les victimes, parce qu'en fait, c'est des personnes. Et d'une personne à l'autre, voilà, il y a autant de victimes qu'il y a de personnes, et chacune est différent. Et donc il ne faut pas laisser penser qu'on serait dans un monde des bisounours où les gens veulent juste une reconnaissance des faits et basta. Ceci étant dit, oui, il y a une partie des gens qui attendent surtout ça, que des aveux du père incestueux ou des aveux du collègue qui est en position hiérarchique et qui a agressé, la reconnaissance des structures autour, ça peut aider et ça peut être un début de solution. Et donc, ce qu'avait proposé Antoine Garapon, c'était une forme de plaidé coupable qui serait une forme de deal. D'un côté, l'agresseur reconnaîtrait les faits, ce serait encadré par la justice, par un magistrat, une magistrate, et de l'autre, la personne s'engagerait à arrêter les poursuites, c'est-à-dire qu'il n'irait pas en prison. Ça pourrait passer par d'autres formes de sanctions, mais pas la prison. Et ça permettrait peut-être, dans certains cas, d'enclencher quelque chose, que ce soit un dialogue ou que ce soit une forme de reconnaissance des faits qui permet d'avancer. Voilà. Encore une fois, c'est pas à moi de dire si c'est bien ou si c'est pas bien, mais il y a des gens qui réfléchissent à ça, et c'est ça qui est important. Et je crois que tout le travail aussi de la SIAZ ou de la Civise a permis de faire émerger ça, cette question de la reconnaissance des faits, qui est important. Oui, c'est très juste, et tu as raison, t'as raison, tout existe, et les besoins, ils peuvent être satisfaits de manière assez surprenante. Moi, je raconte dans le livre, placement de produits, je raconte dans le livre l'histoire d'une femme qui venait me voir, qui me raconte des faits qui ne sont pas prescrits, pour lesquels on a toutes les preuves. Je suis toute excitée parce qu'on va déposer une plainte et que ça va être super, et elle me dit non merci, on s'arrête là. Et elle me dit vous m'avez écouté, vous m'avez entendu, vous m'avez reconnu, vous incarnez la justice, ce qui est faux, et ça me va et ça me suffit, je poursuis ma route. C'est très frustrant pour moi, mais c'est tout à fait respectable et dont acte. Mais c'est vrai qu'il ne faudrait pas non plus faire de l'angélisme et dire aux victimes ou aux personnes victimes, contentez-vous de ça finalement, et ça ira bien, et poursuivez votre route, qu'elles aient envie qu'ils crèvent ou qu'elles aient envie de réparation financière. Eh bien moi ça me semble tout à fait audible et légitime. Il y a encore cette idée que la bonne victime est une victime qui ne revendique pas trop. C'est-à-dire que la figure de la bonne victime, là aussi, c'est une figure qu'il faut déconstruire parce que ça nous enferme dans des archétypes qui sont vraiment chiants. J'ai un immense respect pour Gisèle Pellicot, mais elle était quand même parfaite à plein d'endroits. Et moi, j'ai des victimes qui s'expriment pas bien, qui éructent, qui pleurent, qui ont de la morve, et ça en fait pas des sous-victimes parce qu'elles sont moins audibles de prime abord que Gisèle Pellicot. Il y a des fois où les faits sont prescrits, il y a des fois où c'est plus le temps du procès, il y a des fois où le procès ne répare pas, et il y a des fois où le monde n'est pas remis à l'endroit, parce que c'est ça dont vous parlez, cette absurdie dont je parlais tout à l'heure, qui veut que ce soit la personne que vous aimiez qui vous fasse du mal, qui veut que vous ayez été enfermé dans le silence par vos parents. Eh bien, malheureusement, on s'aperçoit des fois que le procès ne répare pas à la hauteur de l'espérance qu'on pouvait placer en lui. Et donc, encore une fois, c'est difficile de répondre à votre question parce que tout existe. Victoria, dont je raconte l'histoire dans le bouquin, est allée vraiment jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Le juge d'instruction qui a mis en examen son violeur a renvoyé le dossier devant une cour d'assises. Il a fait appel et la cour d'appel de Rennes a dit non, il n'y a pas de charge suffisante et a rendu un arrêt dont non-lieu. Et donc, ça a été extrêmement compliqué parce qu'elle a eu l'espoir d'un procès et puis ensuite la connaissance de ce qu'il n'y en aurait pas. On a fait un pourvoi en cassation et la Cour de cassation a dit niet. Et donc, on s'est arrêté là.
Et Victoria, qui est une artiste, et c'est son vrai prénom, hein, je n'ai mis les vrais prénoms que lorsque les femmes que j'accompagne ont souhaité que leur vrai prénom apparaisse. Natacha, ce n'était pas son vrai prénom, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Victoria, ses potes lui ont dit « Ok, t'inquiète pas, on va faire un truc pour réparer ce que tu as subi. » Ils l'ont emmenée dans un champ, ils ont créé un épouvantail à l'effigie de son violeur, ils lui ont donné une carabine à plomb, elle a déchargé la carabine à plomb à plein de reprises sur l'épouvantail, ils l'ont cramé, ils ont dansé autour. Ça peut paraître folklore et n'importe quoi, mais en fait, ça l'a réparé. Je pense, non pas le fait de danser autour d'un épouvantail en feu, mais le fait d'avoir le soutien et l'amour de ses copains et de ses amis, indéfectible et qui était là, et en parlant, je suis émue. Je crois qu'on doit aussi pouvoir trouver les chemins de la réparation à travers le regard des autres. Et ça fait écho à ce que tu dis, Marine, en fait. C'est-à-dire que, voilà, briser la solitude. Et c'est pour ça que le « je te crois », c'est essentiel, et pas le « je t'écoute » de certaines essayistes françaises. C'est le « je te crois », parce que « je te crois », ça vient casser le mur du silence et ça vient réparer. Donc, votre association s'arrête, c'est bien dommage. Et en même temps, on n'est pas obligé de s'épuiser à la militance quand on est fatigué. J'entendais Rokhaya Diallo la semaine dernière qui disait que voilà, il y a des moments où on est juste épuisé, crevé, et c'est OK de s'arrêter, pour reprendre après. Mais mais voilà, on se regarder les unes les autres, s'entendre les unes les autres, les uns les autres, et se croire. C'est ça qui vient déconstruire le silence des puissants. Ma question, du coup, moi dans mon cas, en fait, on a à deux, avoir porté plainte, compté 14 victimes de différentes régions du même homme pour des faits similaires, dont 5 ont porté plainte. Et donc ma question, en fait, c'est comment on fait pour repérer les autres ? C'est-à-dire que moi, j'ai lancé des appels à témoins qui respectaient toutes les règles, et on a vu hier une formation sur la diffamation grâce à vous, prendre le droit, merci beaucoup, avec tout ce que ça suppose comme attention avant de publier. Maintenant, c'est des canaux qui sont très réduits, qui sont vus ou pas par les femmes potentiellement victimes. Donc voilà, comment on peut faire, comment moi je peux faire pour qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules, les autres. Parce que dans mon cas, le fait de savoir que j'étais pas seule, c'est ça qui m'a fait porter plainte. Mais vous en parliez tout à l'heure, Marine, effectivement, de comment est-ce que les témoignages affluent. Déjà, merci pour l'info. Je voulais en parler tout à l'heure et vous avez raison de le dire parce que moi, je me rends compte souvent quand j'échange avec des gens que personne ne sait qu'il ou elle peut écrire directement au procureur. Parfois, aider d'une association, c'est mieux, ou d'un avocat, une avocate, parce que ça change tout dans le dépôt de plainte. Je referme la parenthèse. Sur les victimes nombreuses d'une même personne, je me souviens avoir posé cette question pour mon bouquin à pas mal de policiers, policières, et beaucoup m'ont répondu « mais nous, c'est pas notre travail, en fait. Nous, on est saisis de faits à partir d'une plainte, et la plupart du temps, on n'a pas le temps de remonter comme ça, de chercher des victimes. Donc la plupart du temps, quand on leur donne une piste en disant telle personne, elle a commencé à dire des choses qui pourraient aller dans le sens laisser penser qu'elle aussi elle est victime, ou voilà, quand les policiers ont ce contact-là, ils vont y aller. Mais souvent, ils ne peuvent pas faire le travail que par ailleurs des journalistes peuvent faire quand une première plainte en fait a été médiatisée ou une première enquête est sortie et qu'on va être contacté par d'autres personnes. Et c'est en cela que les médias, quand ils font des enquêtes sérieuses, longues et étayées, peuvent avoir une utilité publique qui n'est pas... je veux dire, notre but, c'est pas d'être auxiliaire de justice et de rabattre des victimes vers la justice. Moi, c'est pas du tout ce que je fais. Simplement, de fait, c'est comme ça que des personnes peuvent contacter le ou la journaliste qui enquête et que ces témoignages vont être connus. Donc, j'ai pas tellement de réponse à cette question, si ce n'est de dire que les policiers et les policières n'ont pas les moyens aujourd'hui de faire ce travail, de remonter sur des années. Travail qui est parfois fait pour des homicides, d'ailleurs. Je me souviens d'un avocat qui m'avait fait remarquer que pour les homicides, les serial killers, on allait remonter sur des années pour voir ce qui favorisait le passage à l'acte, pour voir s'il y avait d'autres victimes. On le fait beaucoup moins pour les agresseurs sexuels et les violeurs, alors qu'on sait que souvent, ce sont des agresseurs en série. Pas tout le temps,
mais souvent. Ça tend évidemment à évoluer, tout ce que je dis là, heureusement, mais c'est un vrai problème. Moi, je passe mes journées à recevoir des mails de gens qui me disent « Est-ce que vous avez reçu des choses sur telle personne ?» Alors évidemment, souvent, des personnes qui ont à un moment donné un statut de pouvoir, une petite notoriété, même si c'est la notoriété du directeur d'hôpital de la ville à côté, mais je veux dire qui permettrait une mise en relation. Alors évidemment, c'est pas notre rôle à Mediapart et on ne peut pas répondre à ces questions. Mais nous, on voit tout de suite quand on reçoit, au bout d'un moment, 10 messages, 10 alertes sur une même personne. Donc je ne peux vous répondre qu'à la place de la journaliste qui va autant que possible mener ses enquêtes. Et je ne sais pas ce que dirait là-dessus le monde judiciaire. Le monde judiciaire serait méfiant. D'abord, peut-être un petit tips aussi. Alizée Vincent a écrit un bouquin qui s'appelle « Sœurs de plainte ». Et où elle raconte comment son parcours, où elle a trouvé non seulement ce qu'elle a appelé des sœurs de plainte, hein, des co-victimes de son agresseur, mais comment est-ce que... Voilà, elle a beaucoup élaboré sur cette notion-là et les avantages et les inconvénients. My bad, je n'ai pas encore lu son bouquin, donc je ne peux pas aller plus avant, mais je vous invite à le consulter, c'est exactement le sujet. Attention à l'effet boomerang. Là aussi. C'est-à-dire que la stratégie des agresseurs sériels, c'est une stratégie classique, éculée, que l'on entend systématiquement, qui est de dénoncer un complot. Une autre femme qui a subi exactement la même chose par le même agresseur, il plaidait son innocence de manière extrêmement forte, farouche. Vraiment, il n'avait absolument rien fait. Et c'est son droit le plus strict de le plaider comme ça. Il a quand même été condamné. Et voilà. Et donc, dans le journal, une autre victime a vu le nom de cette personne qu'elle a croisée dans une soirée à 300 km et elle a vécu la même chose. Sa plainte avait été classée sans suite. Elle avait déposé plainte. Ça avait été classé sans suite. Et donc, grâce à ça, on est allé voir le procureur de la République en le secouant un petit peu, en lui disant petit problème là. Et l'enquête redémarre. Là, un juge d'instruction est saisi et ça redémarre. Donc, c'est toujours pareil, hein. Briser les silences et ouvrir les portes des juridictions, refuser les huis clos, ça rend service à tout le monde, sauf aux agresseurs. Et donc, c'est extrêmement nécessaire. Gisèle Pelicot a eu ce courage inouï là, mais je dois dire que l'immense majorité, voire la totalité des femmes que je défends, moi, l'ont aussi. Parce qu'on comprend bien que d'abord, ça fait œuvre de pédagogie, ça nous sensibilise tous et toutes. C'est comme ça qu'il doit y avoir un dialogue nourri entre l'institution judiciaire, qui n'est pas un îlot comme ça de magistrats au milieu d'un océan de citoyenneté. Ce dialogue, il doit être nourri et voilà, ça peut rendre ce genre de service-là. Donc ma méthode à moi, c'est refuser le huis clos. Merci beaucoup. Le temps file. Je dirais à peu près 2-3 questions qu'on va pouvoir prendre encore. Oui. Je vais essayer de faire vite. Vous parliez des relations, enfin des institutions, pas mal par rapport aux violences faites aux femmes. Et en 2021, il y avait eu les manifestations double peine, qui venaient insister sur les prises de plaintes par les forces de l'ordre, qui étaient souvent mal gérées. Et j'aurais voulu savoir un peu s'il y avait eu de l'évolution à ce sujet-là, parce que fin 2021, j'ai eu l'occasion de parler avec un préfet départemental du sud de la France, qui m'a répondu très vaguement sur l'avancée des formations des forces de l'ordre pour recevoir les personnes victimes, mais qui par contre a bien insisté sur les femmes qui rentraient tard le soir, dans des tenues parfois inappropriées ou dans des états pas forcément un peu alcoolisés ou quoi que ce soit. Et je voulais savoir si du coup la vision des femmes changeait, et si, sur les femmes du coup changeait par ce genre de personnes, et si des formations étaient bel et bien menées pour les forces de l'ordre. Pardon, je ne sais pas si j'ai été claire. Si, c'est très clair. Alors, je peux vous répondre sur la formation. Moi, j'avais demandé à l'époque à avoir les chiffres par le ministère de l'Intérieur, etc. Je ne les avais pas vraiment eus.
Enfin, je les avais pas eus. Par la suite, il y a eu d'autres chiffres qui ont été donnés, mais pour moi, c'est pas suffisant comme réponse, parce que je me souviens avoir parlé avec des personnes qui faisaient ces formations, qui dispensaient ces formations, par exemple aux policiers judiciaires. Et ce qu'elle me disait, c'est que ça ne suffit pas, en fait. C'est déjà bien, évidemment, il faut le faire, mais c'est un peu tarte à la crème de dire alors on va former tout le monde et c'est bon. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas seulement, avec quelques journées de formation, détricoter, déconstruire des années d'éducation qui ont forgé la personne, et c'est normal, on est tous pétris de stéréotypes, hein, ici aussi. Et donc, en fait, vous ne pouvez pas changer ça. Et je me souviens que cette personne qui dispensait la formation m'avait dit, qui était issue d'une association et qui avait une formation aussi de juriste par ailleurs, me disait, mais finalement, elle voyait aussi que certains policiers judiciaires couraient davantage après, en gros, l'idée d'arrêter, retrouver le violeur du parking, le violeur inconnu, alors que on sait que dans 9 cas sur 10, l'agresseur, le violeur est connu de la victime, et que donc c'est pas l'inconnu du parking ou le type qui s'est enfui et qu'il va falloir retrouver dans une espèce de chasse à l'homme. Je ne suis pas en train de dire que tous les policiers judiciaires sont comme ça, heureusement non. Et moi, dans le cadre de mon travail ou de mon livre, j'ai rencontré des super policiers, des super policières, et il y en a plein, donc je veux quand même rassurer celles et ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, etc. Parce qu'il y a aussi des policiers, des policières qui se défoncent pour ces sujets, qui comptent pas leurs heures, qui sont pour le coup formés, mais volontaires. Et c'est là où je voulais en venir. C'est qu'il ne s'agit pas seulement de dire on va former, il faut déconstruire tout ça, et il faut aussi que les gens soient volontaires. Par ailleurs, le vrai enjeu, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la lettre au procureur, etc., c'est d'arriver au bon endroit. Et pour l'instant, on est encore à la loterie, en tout cas à l'échelle du dépôt de plainte, parce que beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont au commissariat le plus proche de leur domicile ou de leur travail. Sauf que parfois, vous n'arrivez pas dans un service spécialisé. Donc, ce qu'il faut faire, c'est au maximum appeler pour prendre rendez-vous quand c'est possible, pour être dans le bon service, ou écrire effectivement une lettre au procureur ou à la procureure. Ça permet de tout de suite mettre en forme un récit qui arrive et d'arriver au bon endroit. Comme m'avait dit un avocat, quand vous avez mal aux dents, vous n'avez pas chez ophtalmo. Donc, en fait, c'est important d'arriver au bon endroit. Et là, vous aurez des policiers formés et volontaires. Mais pour répondre à la question aussi, bien sûr qu'il y a un manque de formation encore, et bien sûr qu'il y a toute une idéologie dans la police qui est aussi à revoir. Mais on parle souvent de la police. Je voudrais quand même dire que les stéréotypes, c'est tout le monde, et c'est aussi les magistrats et les magistrates. Et aussi les femmes, et pas seulement les hommes. Donc, ce que je veux dire, c'est que je le vois dans les audiences, je le vois quand j'ai les PV sous les yeux d'affaires qu'on peut suivre. Il y a encore des stéréotypes qui perdurent, y compris de gens qui pensent bien faire. Donc voilà, c'est tout ça qui doit être détricoté et qui doit avancer. Et c'est dur à déconstruire des stéréotypes, en fait. Merci. Je voudrais savoir, comme je crois beaucoup aux actes, quels sont les actes que vous faites à partir d'aujourd'hui, par exemple, pour faire avancer l'action. Parce que je crois beaucoup aux actes que chacun fait pour faire avancer l'action. Donc, qu'est-ce que vous faites à partir peut-être de ce soir et que vous ferez demain, après-demain, etc., pour que l'action avance ? Alors, moi, je peux simplement vous répondre qu'à ma place de journaliste, je fais très modestement une chose qui est de dire, à Mediapart, on met sur la table et à l'agenda la question des violences sexuelles et sexistes. C'est-à-dire que notre rôle, c'est de dire que c'est un sujet important et c'est un sujet sur lequel on met des moyens d'enquête. Ça peut paraître un peu bateau, mais une enquête sur des violences sexuelles et sexistes, souvent, ça prend des mois, parfois des années. Moi, il m'est arrivé de passer 1 an, 2 ans sur une enquête. Ça ne veut pas dire que tous les matins je fais ça, mais ça veut tous les jours, parce que j'ai heureusement de l'actualité à traiter et d'autres choses, mais c'est quand même quelque chose de fort qu'un média dise « je mets du temps, des moyens », des effectifs d'enquête journalistique sur ce sujet. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, à partir de 2016 et l'affaire Denis Baupin. On a décidé que c'était important. On a une gender editor, donc on est responsable aux questions de genre. On a des journalistes qui s'emparent de ces sujets, et pas seulement au pôle enquête de Mediapart, mais dans tous les services du journal, parce que les violences sexuelles et sexistes traversent les secteurs, et que donc mon collègue à la culture, mon collègue à l'économie, etc., c'est un sujet, les inégalités hommes-femmes ou les violences sexuelles et sexistes, dont il peut s'emparer.
Donc nous, ce qu'on fait au quotidien, pas seulement moi, mais mon journal et puis d'autres journalistes ailleurs, c'est de mettre à l'agenda ces questions qui n'étaient pas avant. Et je trouve que c'est une petite pierre déjà. Moi, je suis d'accord avec vous, monsieur. Je trouve qu'il n'y a que les actes qui comptent et que le reste, c'est que des postures. Et donc, il faut agir parce que sinon, les discours ne suffisent pas, même si les discours sont intéressants. Il faut agir. Vous avez parfaitement raison. On est ce qu'on fait. Moi, je mets ma robe, je me lève et je plaide. Et donc, je vais dans les prétoires et je défends des femmes. Et j'ai le sentiment profond et extrêmement réjouissant que je suis au bon endroit et à la bonne place. Et ce que je continue de faire aussi, même si ça ne se voit pas de prime abord, c'est que je me remets en question et je travaille à ma pratique. Parce que pour faire écho à ce que disait Marine il y a un instant, il ne faut pas croire que l'action féministe et la déconstruction des biais de représentation soit comme ça, immédiate, et ne nécessite pas une vigilance de tous les instants et une remise sur l'ouvrage de tous les instants. C'est extrêmement facile de retomber du côté des stéréotypes et des injonctions à supporter la violence, encore une fois ce qu'on disait tout à l'heure, la minimiser, et surtout de réadapter, réadopter une position dominante lorsque on n'a pas d'autre ambition que de combattre la domination. Donc moi, ce que je fais, c'est que je lis, j'échange, et j'essaye de me remettre en question le plus possible pour continuer cette pratique déconstruite. Des fois, j'y arrive, des fois, j'y arrive pas. Mais je suis toujours là, comme vous, comme nous, au combat. Je me permets de répondre à monsieur, c'est pas du tout mon endroit, mais tant pis, je vous dire que quand même, est-ce que vous parliez d'anonyme, si on a choisi d'inviter ce soir Anne Bouillon et Marine Turki, c'est pas simplement pour avoir sur le plateau la justice et les médias, mais parce que ces femmes agissent. Voilà, donc je tenais à le dire et agissent. Et merci de tout cœur à vous deux pour tout ça. On arrive à l'issue de cette rencontre. On peut prendre une dernière question et ce sera vraiment la dernière. La dernière question que vous avez posée concernait le champ de la culture, c'est aussi le champ dans lequel HF+ est active. Moi, je travaille dans le champ des arts visuels et de l'art contemporain, qui est un champ un tout petit peu spécifique dans la culture, parce qu'on continue de dire que l'art contemporain a toujours pas fait son MeToo. Et c'était le sujet d'ailleurs d'un article de Mediapart en janvier dernier sur comment les violences sexuelles continuent d'être mises sous le tapis par tout un pan du secteur. Donc là, c'était le cas des galeries parisiennes, si je me souviens bien. J'aurais aimé savoir si vous voulez bien nous parler un petit peu aussi de ces enjeux sectoriels de MeToo, de non-MeToo en fonction des secteurs, et pourquoi certains secteurs, donc moi je parle du mien parce que c'est celui dans lequel j'évolue, sont plus hermétiques que d'autres, et où malgré un article qui est sorti là, mais je crois que l'affaire Claude Lévesque, elle commence à avoir 3-4 ans. Entre-temps, les choses ont du mal à changer, malgré quand même de la volonté de la part des militantes, mais où on en est toujours au stade où en fait on a un compte MeToo Art Contemporain qui a 1 an et qui et tous les jours on a des témoignages, mais dans le fond les choses ne changent pas. Mais j'imagine qu'on n'est pas les seuls en fait. Nous on est juste le vilain petit canard de la culture, quoi. C'est difficile de savoir exactement pourquoi dans certains secteurs il y a des résistances plus fortes que d'autres. Je pense qu'en réalité il y a des résistances dans tous les secteurs, mais parfois il y a une enquête médiatique qui va être plus impactante qu'une autre, et ça tient à plein de choses qu'on maîtrise pas. Moi, il m'est arrivé de travailler pendant des mois sur une enquête dont je pensais qu'elle était importante. Avec mes collègues, on s'est donné du mal. Le truc est publié. Là, je pense instinctivement à Luc Besson. On a travaillé tellement difficilement sur cette enquête avec beaucoup d'obstacles. Et puis, on en a parlé une journée et c'était fini.
Ensuite, il y a eu la procédure judiciaire qui a suivi son cours, mais dans notre enquête, on révélait 9 témoignages. Il y a eu 2 enquêtes, 2 volets. Et il ne se passait rien. Les organisations du monde du cinéma, à ce moment-là, je me souviens d'avoir moi-même sollicité des réactions parce qu'il n'y en avait nulle part. Et ma question semblait un petit peu folle. Ils estimaient que, pour certains, ils n'avaient pas à réagir là-dessus. Donc ça répond en partie à ce que vous dites. C'est-à-dire que parfois, s'il n'y a pas de réaction des mis en cause, alors je sais, c'était pas forcément nommé, mais reconnaissable parfois dans le petit milieu, mais s'il n'y a pas de réaction du mis en cause, et puis du coup il n'y a pas non plus de dépêche AFP, et c'est quand même la dépêche AFP qui va inonder ensuite dans toute la presse, c'est ce qui va faire qu'à un moment donné aussi les écoles ou les galeries concernées vont un petit peu se questionner, réagir, voilà. Donc c'est difficile à dire, mais si je prends par exemple le monde du cinéma, il en a fallu des années et du temps pour que ça se devienne un sujet. Il a fallu pas seulement la parole d'Adèle Haenel, il a fallu la parole de Judith Godrèche, mais aussi de plein de gens plus anonymes qui ont pris la parole dans je ne sais combien d'enquêtes dans la presse. Il a fallu que des tas de gens se mobilisent dans la profession de manière moins visible, mais de créer des associations, des syndicats, de se renforcer. Et c'est là où je veux en venir aussi, parce que là, par exemple, je prends beaucoup l'exemple du cinéma parce que c'est ce qui me vient en tête dans la culture et ce sur quoi j'ai beaucoup travaillé dernièrement, mais je vois comment maintenant, là, certaines personnes essaient de s'organiser dans le cinéma en disant il faut qu'on se syndique ou il faut qu'on s'organise, il faut qu'on soit là, il faut qu'on dise non, ça c'est pas possible, il faut qu'il y ait des références sur les tournages, il faut qu'on arrête les castings dans les chambres d'hôtel, il faut... voilà, donc tout ça c'est difficile parce que ces personnes essuient les plâtres, très clairement. Toutes les semaines, je parle avec des gens de ce monde-là qui me disent que ça change, mais ça change pas encore totalement. Donc les résistances, elles sont dans tous les secteurs, mais parfois, il va y avoir des enquêtes médiatiques qui, à un moment donné, vont quand même avoir un effet séisme. Et je pense que, par exemple, la parole de Judith Godrèche a fait ça. Et donc, peut-être qu'à un moment donné, il y aura ça dans le secteur dont vous parlez et qu'on va se demander pourquoi, pendant toutes ces années, c'est resté, alors même que les personnes n'ont parlé, ont dénoncé, alors même qu'il y a eu des articles. On va se dire comment on a pu finalement ne pas réagir pendant des années. Ce qui est fou, c'est qu'à chaque fois, moi ça me sidère, il y a toujours des gens surpris en fait. Il faut en finir avec la surprise. Les violences sexuelles et sexistes, elles sont partout, on le sait. On peut plus faire mine de à chaque fois être surpris. Ah non, lui quand même, non, je pensais pas. En fait, il faut déconstruire aussi cette figure-là du monstre, et vous le savez, et déconstruire l'image qu'on peut avoir des agresseurs, mais aussi pousser les organisations à réagir. Et on reçoit, nous, à Mediapart, énormément de choses sur les écoles d'art et énormément de choses sur ces secteurs-là, mais on ne peut pas tout faire. On est 2-3 avec nos petits bras sur ces questions à 100% du temps. Et on a du mal, en fait. On voit tout ça passer et on ne peut même pas renvoyer vers d'autres. Et on sait que forcément, quand la presse s'en mêle, ça met la question sur la table et qu'à un moment donné, ça suscite des réactions. Mais ça ne peut pas que passer par la presse. Ça doit aussi passer par les organisations qui se questionnent, qui s'amendent, qui changent, qui évoluent. Et je comprends que parfois vous vous sentiez un peu seul et que vous vous questionniez, mais parfois ça prend du temps. On a vu comment MeToo a mis du temps à résonner chez nous en France quand même. Ça a été quand même un long processus. Donc je pense que les choses prennent du temps, mais qu'elles arrivent quand même. Un peu hop-hop, je rebondis sur qu'est-ce qu'on fait de monsieur là-bas au fond. Qu'est-ce qu'on fait, nous, assos, nous, citoyens, citoyennes, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est déjà énorme. Enfin, vous faites déjà énormément. Le tissu associatif, le maillage associatif, il est indispensable. Moi, sans les associations, je ne travaille plus. À Nantes, je suis en lien constant avec les associations féministes et pas que, d'ailleurs. Je travaille avec Citadelle qui accueille des femmes. Je travaille avec le CIFF qui les informe. Je travaille avec le planning familial qui les aide à avoir accès aux droits reproductifs. Et puis, je travaille je vais dans les collèges, je vais dans les lycées, je parle aux profs. Voilà, tout ça bouge et est effervescent et quand même, on fait beaucoup. Peut-être juste un truc, moi, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça et qui a changé ma vie. Ouais, vraiment.
J'ai bien fait de poser la question. J'allais dire mon mari, mais non, mais ça fait longtemps qu'on se connaît. Mais ce qui a changé ma vie radicalement, c'est la sororité. Ça peut sembler bateau, téléphoner, peut-être décevant, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, c'est une notion que j'ai découverte il y a 5-6 ans avec Chloé Delhomme et comme ça des autrices qui portent cette valeur-là. Et je trouve que ça nous donne un outil de combat tellement puissant entre femmes. Ça vient tellement déconstruire le jeu de la domination et de la scission que l'on voudrait nous voir pratiquer entre nous. Ça nous invite tellement à faire un pas de côté. Il y a cette formule célèbre, quand une femme prend la lumière, elle ne me fait pas de l'ombre, elle m'éclaire. C'est vraiment une autre manière de regarder les choses et de se regarder entre nous. Vous savez, c'est l'équipe de campagne de Barack Obama, première mandature, où les femmes dans son équipe, qui était paritaire, hein, autant d'hommes que de femmes, s'étaient mis d'accord en amont pour que, à chaque fois que l'une d'entre elles se faisait couper la parole, eh bien, une autre venait en secours. Si Sharon disait un truc et que Peter l'interrompait pour lui faire un peu de mansplaining, il y avait Shirley qui disait « Non, mais Peter, t'es gentil, on va laisser Sharon terminer ». Et bien ça, en fait, se le dire et le pratiquer, à Nantes, nous, on est un certain nombre de femmes, on a créé un cercle de sororité. Et je ne résiste pas au plaisir, on s'appelle « Vibre ô ma sœur ». On s'amuse bien. Mais voilà, le fait de mettre ça en mouvement, le fait de pratiquer ça au quotidien, eh ben, véritablement, ça a changé ma vie. Donc, je vous le livre là et faites-en bien ce que vous voudrez. Moi, dans mon travail, les associations, je vois combien, en fait, elles sont indispensables à toutes les femmes qui ont fait l'appel à elles. Je pense notamment à l'une, mais il y en a plein d'autres. Mais la VFT, l'association qui lutte contre les violences faites aux femmes au travail, qui a accompagné tellement de dossiers qu'on a connus à Mediapart. Sans cette association, il y a pas mal de dossiers qui n'arriveraient pas notamment à avoir une issue judiciaire positive. Les dossiers qui passent par ce type d'association, ça change tout. Et pourquoi je dis ça, c'est qu'en fait, on en revient à l'enjeu de l'information, d'avoir les infos, d'avoir les clés. Et ce soir, il y a eu beaucoup de tips qui sont passés, etc. Et c'est ça qui est important. Avoir cet accès à l'information. Et moi, on fait face à un afflux de mails de personnes qui ne savent pas où trouver de l'information et qui se disent « je vais demander aux journalistes de Mediapart ». Et donc, ça prouve bien une chose, c'est qu'il devrait y avoir un accès à tout un tas d'informations et d'aides beaucoup plus facilement. Les questions sont les mêmes qui reviennent. Mais comment je vais trouver un avocat, une avocate ? Est-ce que vous avez un avocat, une avocate à nous conseiller ? Alors évidemment, on ne trace jamais vers un avocat ou une avocate, mais on envoie parfois des listes de 10 personnes qui peuvent être adaptés au sujet des violences sexistes et sexuelles, des pénalistes qui connaissent ces sujets. Mais on nous demande aussi qu'est-ce qui peut se passer, est-ce qu'il peut m'attaquer si je parle, et on en revient à la formation dont vous parliez sur la diffamation qui est importante. Donc tout le tissu associatif, il est hyper important sur ces questions. Et je sais combien il y a ce burn-out des militantes, sincèrement, que vous connaissez. On passe notre temps, nous journalistes, à croiser des militantes féministes ou des gens qui travaillent dans des associations d'aide aux victimes qui sont épuisés. Il y a aussi le burn-out des avocats-avocates, mais c'est dans la continuité. Mais donc, c'est important, et en même temps, pour y arriver, il faut un certain nombre de subventions et d'aides, et on en revient aux moyens que mettent évidemment les pouvoirs publics dans cette lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Et je pense que quand on aura véritablement chiffré le coût pour la société de ces violences, c'est parfois fait par des chercheuses et chercheurs à droite à gauche, mais sur l'ensemble des violences sexuelles ou des violences faites aux femmes, je pense qu'on s'activerait un peu plus quand on aura chiffré ce coût pour la société. Et donc ça passe aussi par là. Merci beaucoup à vous deux.
Anne, vous parliez de placement de produits tout à l'heure, alors j'en profite, fallait pas me donner le micro. Deux placements de produits, le premier, HF+, a besoin de vous. N'hésitez pas à adhérer à partir d'€1. Ça peut être juste ça, juste un geste pour dire on est là, on vous soutient. Ça peut être aussi donner de son temps. En tout cas, Jordan et Lucille sont tout à fait prêts et prêtes à vous donner des informations. On est dans une période où il y a besoin d'être ensemble, il y a besoin de sororité, donc n'hésitez pas à venir vers nous. L'information vérifiée, les enquêtes approfondies, le sérieux des faits, ça a toujours été important. Depuis le 20 janvier, c'est plus que vital. Mediapart est un journal qui appartient à ses lecteurs et lectrices, donc si vous le pouvez, abonnez-vous. Voilà, merci à toutes les deux. Bravo. Merci à toutes les deux.